Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette saison 2, première édition de cette rentrée. Rentrée un peu tardive pour nous nous en excusons, mais très content de vous retrouver encore pour Coupe-Fil sur Watch TV, une émission qui vous donne les clés pour mieux comprendre, apprécier, pourquoi pas collectionner de l'art contemporain. Donc Coupe-Fil, nous l'espérons avec Pierre, une heure de liberté, c'est un regard sur le monde à travers l'actualité artistique. Nous passons le premier mardi de chaque mois en revue tous les aspects de la création contemporaine, la photo aussi, le design et quand l'actualité le demande, l'actualité de l'art moderne et de l'art ancien aussi. Nous tenons à vous apporter le meilleur de l'art avec des invités prestigieux, réguliers, tous les premiers mardis de chaque mois et des invités, galeristes, artistes, commissaires d'exposition, directeurs de musées, afin de vous faire découvrir ce domaine passionnant qu'est l'art contemporain. Nous sommes en direct sur Watch TV, live. Vous pouvez discuter avec nous pendant l'émission ou après l'émission via nos comptes réseaux sociaux sur Twitter, @Coupe-Fil, @WatchTV, hashtag Coupe-Fil. Et puis, grande nouveauté de la rentrée, nous sommes sur les box internet, box de SFR, canal 178, vous pouvez nous retrouver. Et puis sur la Freebox aussi, canal 154. Voilà, le premier mardi du mois. Et puis, très heureux de vous retrouver. C'est parti pour une super émission aujourd'hui. Oui, bonjour Bruno. Bonjour Benoît, pardon. Et bonjour Bruno Pierre. aussi, bonjour. Nous avons deux invités aujourd'hui que je vais vous présenter succinctement. Donc nous avons Nathalie Milita qui est à côté de moi. Nathalie qui est collectionneuse et qui est fondatrice d'un nouvel espace à Paris qui s'appelle l'Appartement. Et qui est aussi présidente d'un nouveau prix qui a été remis en début octobre. Nathalie, et le prix s'appelle le prix Orisha. Bonjour Nathalie. Bonjour Benoît, bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. On va revenir vers vous là dans 30 secondes. Et le deuxième invité, c'est Bruno Hadjadj. Alors Bruno, qui n'est pas un inconnu de l'émission, nous vous avions reçu l'année dernière au mois d'octobre aussi, au moment de la FIAC, puisque vous êtes le fondateur et président de la foire Cutlog. Donc qui était à l'époque à Paris et nouveauté cette année. Depuis 2 ans. Pardon ? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, voilà, et à New York. Et donc cette année, vous ne ferez pas Paris et vous allez nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Voilà, et donc après, évidemment, il y aura aussi dans l'émission une partie agenda où nous reviendrons sur l'exposition Niki de Saint-Phal qui a lieu en ce moment au Grand Palais, l'exposition Okuzai aussi au Grand Palais. Donc ça, c'est un petit peu plus étonnant puisque c'est un artiste japonais du XVIIIe siècle, mais qui a été et qui influence encore les artistes. Et nous parlerons un petit peu des galeries aussi, un petit tour des galeries. Voilà, donc voici pour le menu de cette émission. Nous allons pouvoir commencer dans 30 secondes, enfin là maintenant, après le jingle. Et donc nous allons commencer par l'interview de Nathalie Milita. Bonjour Nathalie, enfin rebonjour. Rebonjour. Voilà, donc je vous présentais tout à l'heure comme collectionneuse et fondatrice de ce lieu qui s'appelle l'Appartement. Alors, comment définir cet espace ? Alors, c'est une alternative aux espaces d'exposition. C'est un appartement, un espace domestique. C'est un espace domestique et à ce titre, il a des contraintes, il a des spécificités et nous invitons les artistes à venir se confronter à ces spécificités. Il faut voir que c'est un espace qui se trouve dans une ancienne imprimerie et à ce titre, il y a des contraintes comme de larges baies vitrées. Il y a un piano, il y a un tapis, enfin il y a du mobilier et ce ne sont pas des objets que les artistes ont l'habitude de rencontrer lorsqu'ils exposent. Donc arriver dans cet espace est un moyen, je pense, d'éprouver un petit peu les pratiques des artistes. Alors en ce moment...
Et je confie pour une année, à un commissaire d'exposition. Je lui donne carte blanche sur une année pour exposer. Alors pour cette première carte blanche, c'est Timothée Chailloux qui s'attaque à la programmation. Alors Timothée, que nous avions reçu en juillet dernier, pour nous parler effectivement de ces projets autour de Piazza et de l'appartement. Là, en ce moment, sur le fond d'écran, vous voyez des photos du lieu. Du lieu, oui. Notamment, puisque effectivement c'est un appartement, donc avec, comme vous le disiez, des contraintes, mais les contraintes que tout collectionneur a chez lui. Oui, mais justement, c'est ça qui est aussi intéressant dans la démarche, parce que on oublie quand même assez souvent que les collectionneurs vivent avec les œuvres achetées. Et donc à ce titre-là, il faut voir l'espace et surtout la manière dont les collectionneurs vivent avec les œuvres. C'est aussi une manière de montrer ce que deviennent les œuvres une fois qu'elles ont quitté les foires ou les galeries. Tout à fait. Et alors pour la programmation qui est confiée à Timothée Chailloux, est-ce que vous l'avez vu vous avez vu ça ensemble, ou est-ce que vous avez eu des coups de cœur aussi communs sur certains artistes de la programmation, ou c'est encore peut-être un peu difficile à dire? Non. C'est un choix. Précédemment, je choisissais les artistes, mais là j'ai souhaité, parce que si je considère que sur une année, la carte blanche qui est donnée sur une année à un commissaire d'exposition est une manière de faire son portrait, il ne serait pas, ça pourrait être brouillé pour le coup, si je venais à me mêler de la programmation, du choix des artistes. Donc délibérément, non, je ne choisis pas les artistes. C'est Timothée Chailloux qui est le seul à le faire. Et donc, le public, dans ce lieu domestique, oui. On voit en effet un peu plus de galeries appartements qu'avant. Le public est-il le même que celui qui vit en galerie? Est-ce que c'est un peu plus VIP ou un peu plus... Comment décrivez-vous le public? Alors oui, le public pour moi c'est une chose importante, étant donné qu'on est dans un cadre domestique. Je ne souhaitais pas que vienne le tout venant. Je l'assume complètement. Il y a d'autres personnes qui ont des propositions, des initiatives dans ce sens. Donc ceux qui viennent à l'appartement, ce sont très souvent des VIP, effectivement. Ce sont des personnes désirées qui prennent le temps de discuter avec nous, et c'est ce que nous voulons, une atmosphère conviviale où les gens peuvent rester autant qu'ils veulent et prendre le temps de découvrir. Alors, dites-moi si je me trompe, mais les œuvres sont potentiellement achetables qui sont présentées, c'est ça? Oui, les œuvres sont achetables. C'est vrai que la plupart des gens ne le comprennent pas. Les œuvres sont achetables tout simplement parce que c'est aussi une démarche de soutien aux artistes. Et donc quand on les expose, lorsqu'on invite un artiste à s'investir et aussi à investir cet espace, il est clair que c'est un autre regard qu'on découvre de cet artiste, et il est très bien. J'invite les collectionneurs, lorsqu'ils viennent, d'acheter les artistes, d'acheter les œuvres, parce que c'est un soutien aux artistes, c'est important. Bien sûr. Donc le lieu, je reviens juste un petit peu sur le lieu. Le lieu, c'est un lieu historique. Oui, c'est une ancienne lithographie, une ancienne imprimerie. La lithographie parisienne. Donc qui date du 19e siècle. Ouais. C'est un bâtiment Eiffel, comme on le sait, avec des structures en acier. Donc c'est l'époque où les immeubles se montaient très très vite, parce qu'il y avait des grandes structures en acier avec des remplissages, et tout allait extrêmement vite. Mais c'est toujours là, et je vous assure, c'est assez solide. Pas de problème. Mais effectivement, on parle de ce lieu, mais c'est aussi votre lieu d'habitation, si j'ai bien compris. Oui, c'est aussi mon lieu d'habitation. J'ai la chance que c'est un lieu où je peux vivre, mais
l'espace où les artistes interviennent, comme dit Timothée, c'est mon salon. En fait. Donc on tient salon, oui. Ce qui est aussi la particularité de ces galeries appartements, c'est ça qui est super, c'est que c'est aussi un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Au même titre qu'un amateur ou qu'un collectionneur d'art chez lui. Oui, et puis ça rejoint cela, il ne faut pas l'oublier, ça rejoint cela les salons littéraires du XVIIIe siècle. On a déjà cette tradition. Donc finalement, on ne fait que reprendre la tradition et la continuer d'une autre manière. Et juste sur votre parcours un peu plus, vous avez aussi une certaine passion pour l'architecture, j'ai compris, à côté de ce que j'ai lu dans la presse, à côté aussi de l'art. Donc ça convient avec le lieu qui est un lieu architectural, je dirais presque mythique. Oui, alors en fait, j'allais dire que ce qui me constitue, ou ce qui constitue les 3 apports qu'on peut lire dans ma personne, c'est l'architecture. Mon mari est architecte, et je travaille avec lui, je ne le suis pas moi-même. Je suis historienne de l'art, et j'ai fait des études à l'école du Louvre. J'ai étudié l'art contemporain, c'était ma spécialité, et j'ai également étudié les arts subsahariens. Donc, et c'est vrai, c'est 2 espaces, j'allais dire, mentaux différents, mais la personne qui fait le lien, c'est moi. Et donc, c'est quelque chose qu'on lit à la fois dans l'appartement, où on invite la création internationale. Donc ça, j'allais dire, c'est mon côté école du Louvre, en quelque sorte. Et aujourd'hui, le prix Orisha, je passe de l'appartement à l'espace public. Et dans cet espace public, on découvre ma passion pour l'art contemporain africain. Mais c'est surtout une manière de combler une lacune qui est le défaut, finalement, de prix d'art contemporain. Il y a pas mal de prix d'art contemporain, mais il n'y a pas de prix d'art contemporain africain, et je souhaitais combler cette lacune. Alors justement, oui, on va parler, c'est une bonne transition, oui. Tout à fait. Vous évoquiez du coup le prix Orisha, effectivement, qui est lancé pour la première fois cette année. Oui. Je suppose que c'est un prix annuel. Oui, c'est un prix annuel, c'est un rendez-vous qui, on espère, qui, en tout cas, ce n'est pas qu'on espère, on va faire en sorte que ce soit comme ça. Ça s'inscrira dans l'agenda culturel annuel parisien. Et alors, vous disiez effectivement qu'il n'y avait pas de prix pour les artistes contemporains africains. Est-ce que vous ressentiez ça comme un manque dans le milieu, enfin dans le paysage justement de ces prix d'art contemporain? Oui, je considérais ça comme un manque, parce que ce sont des choses. L'art contemporain m'intéresse, mais l'art tout court. Et il se trouvait que, et de manière générale, on a besoin quand même des choses qui ont une correspondance, qui ont un prolongement de nous-mêmes. Et là, il n'y avait pas de prolongement de moi-même dans certains prix, et notamment dans le prix d'art contemporain. C'est pour ça qu'il fallait le faire. Je considère qu'il fallait le faire. Ça n'appartient à personne. Je veux dire, les gens ne le font pas. Ils le font pas. Je décide de le faire, et voilà, je le fais. Et alors, dans la sélection des artistes pour la première année, peu de noms très très connus, puisqu'en fait, en artiste africain, il y a quelques noms que les amateurs connaissent. En tout cas, je pense à Brûlis Boisbré, je pense à Chéri Samba ou Barthélemy Togo. C'est un choix aussi de mettre en avant plutôt une scène un peu plus, comment dirais-je, un peu plus émergente, un peu moins connue peut-être. Vous l'avez dit, vous dites ce sont des gens pas connus. Alors à quoi ça sert de décerner des prix à des artistes connus? Non, on va chercher des artistes qui ne sont pas connus. C'est ce que je souhaite, parce que si je vous faisais découvrir des gens que vous connaissiez, vous me dites, mais écoute, Nathalie, on ne découvre rien. Donc non, ce sont c'est assez ouvert. Je n'ai pas voulu qu'il y ait une limite trop stricte. Donc c'est ouvert à tous âges. Voilà. Donc on peut avoir des gens un peu plus âgés, des gens qui ont 50 ans.
Voilà. Et c'est également ouvert à tous les médiums. Voilà. Donc ça, c'est un choix. On voulait que ce soit sans limite, et que ce soit simplement à l'image de la création d'aujourd'hui en Afrique. Et alors, il y a une dotation sur ce prix de 10 000 €, c'est ça ? Oui. Et il y a un soutien à la création, du coup. Est-ce qu'il y a l'idée de réaliser une pièce, de soutenir pour une exposition ? Je pense par exemple au prix Marcel Duchamp pour la France, où effectivement il y a une dotation, et en plus à la clé une exposition au Centre Pompidou. Est-ce qu'à terme, l'idée du prix, c'est aussi de pouvoir aider l'artiste récompensé soit dans sa quête de galerie, soit pour une exposition d'institution? Oui, le lauréat sera soutenu de manière continue. Et cette dotation de 10 000 sert à réaliser 2 expositions, une en France et une en Afrique. Voilà, donc je pense que pour l'Afrique, nous avons déjà presque des accords pour une exposition dans un espace africain. Et pour la France, c'est en cours, mais ça sera bientôt connu. Et puis vous avez aussi le soutien de Liliane Thuram qui vient soutenir ce premier prix. Oui, Liliane Thuram nous a répondu très très gentiment, et je pense qu'il nous fait une belle amitié d'accepter de parrainer ce prix. Mais c'est un amateur aussi, hein. C'est Liliane Thuram, mais bon, après sa vie d'ancien footballeur, il y a d'autres choses aussi dans sa vie qu'on ne connaît pas, comme le fait d'être amateur d'art. Oui. Liliane Thuram, en effet, Liliane Thuram. Et il y a aussi la fondation Zinzou, exactement, qui soutient le prix. Et alors la fondation, on peut peut-être dire un mot sur cette fondation, qui est une fondation africaine. Oui, c'est une fondation qui est dirigée, qui a été fondée, j'allais dire, par Marie-Cécile Zessou, qui est retournée s'installer à Cotonou, au Bénin, qui est très engagée dans la visibilité des artistes contemporains africains. Elle a créé une première fondation à Cotonou, et il y a peu de temps, elle en a créé une deuxième, qui est à Ouida, c'est à quelques kilomètres de Cotonou. Il faut dire que le Bénin, c'est pas très grand non plus, hein. Mais voilà, c'est à quelques kilomètres de Cotonou. Et surtout, elle a également une dernière initiative, enfin, jusqu'à ce jour, je l'entends bien, il y a une dernière initiative qui est la Biennale d'art contemporain du Bénin. Alors, donc un ensemble d'actes, d'initiatives, qui vont dans le sens d'une plus grande visibilité de l'art contemporain africain. Alors Bruno qui était avec nous, vous aviez entendu parler de l'appartement, bien évidemment, oui, j'avais rencontré Richard, votre ancien directeur, je crois, votre ancien collaborateur, il me semble, qui vit en Belgique là, actuellement. J'étais venu vous rendre visite une fois. Après, j'ai jamais vraiment réussi à venir à vos expositions parce que ça malheureusement, ça coinçait mal avec mon planning. Mais c'est bien, je trouve ça très bien, votre initiative est plutôt bien. Après, c'est très compliqué, c'est-à-dire on ne travaille pas de la même façon, c'est-à-dire vous privilégiez, vous mettez en avant les VIP. Et moi, je fais un petit peu le contraire, si vous voulez, donc on n'a pas vraiment les mêmes... vous voyez, on ne s'adresse pas forcément au même public, c'est-à-dire nous, on travaille avec évidemment des institutions et des professionnels aussi, mais c'est pas un peu l'axe de ce que nous, de ma philosophie par rapport à l'art contemporain. Donc, c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas encore eu l'occasion de venir vous voir. La différence aussi peut-être porte sur le fait que là, on est dans un espace qui est aussi un espace privé, donc. Pour Nathalie Milta, effectivement, ce que je trouve très présente bien, un espace, c'est comme toujours un peu plus compliqué de faire venir 10 000 personnes sur un espace de 100 mètres carrés. Non, mais c'est aussi les raisons pour lesquelles j'ai jamais pu venir, malheureusement, à vos expositions, à part la fois où j'avais eu rendez-vous avec votre collaborateur. En revanche, moi je voulais vous interroger plutôt sur le prix Orisha, puisque vous avez aussi créé un prix à l'époque Cutlog. Oui.
Donc là, pour le coup, il y a une démarche commune de soutien à la création, à la jeune création. Vous connaissez un peu la scène contemporaine africaine ? Oui, je la connais un peu. C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup d'artistes contemporains africains, soit sur des occasions, soit sur des foires alternatives, soit à des événements alternatifs. Je vais beaucoup moins en Afrique que j'ai pu y aller dans le passé. C'est vrai que c'est une scène très riche, très forte, très puissante, qui mérite vraiment sa place, en tout cas au sein de l'art contemporain. Et en fait, ce qui est génial, je trouve intéressant dans l'art africain aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, l'art africain, là tout à l'heure vous citiez des pointures de l'art contemporain africain. En fait, ces gens-là ont permis à des jeunes artistes et aussi, même le directeur par exemple de la Biennale de Bamako, ils ont fait un travail fabuleux pour cette scène internationale africaine. Et aujourd'hui, ce sont des artistes internationaux. Ce sont plus des artistes africains, vous voyez, parce que c'est vrai que souvent, une période, on disait les artistes africains, les artistes sud-américains, les artistes cubains, vous voyez, et aujourd'hui, il y a les artistes chinois. Donc c'est pareil. Je crois qu'on a un peu dépassé la limite du continent, et c'est ça que je trouve très fort pour l'Afrique. Merci Bruno. Effectivement, Nathalie, on a un peu dépassé le continent, et vous présentez ça juste, du coup, en remettant un prix en France. On sent qu'effectivement l'art est devenu international et que on parle d'art africain, mais il y a d'autres influences possibles, j'imagine, dans ce que font les artistes maintenant. Oui, je voulais simplement préciser une chose. Avant de devenir international, on est africain. C'est-à-dire, on vient avec ses bagages, et il est vrai que au départ, on vient avec ses bagages, on rejoint le grand mouvement de l'art contemporain, et on est tellement accepté par tout le monde qu'on devient international. Donc, avant de devenir international, on vient de quelque part. Pour conclure, peut-être un petit mot sur... Vous êtes aussi collectionneuse, on l'a dit. Qu'est-ce que vous collectionnez ? Avez-vous des conseils ou des... Je ne sais pas si c'est des conseils, mais des conseils à des jeunes amateurs ou jeunes collectionneurs ? Alors, pour répondre à la première question, qu'est-ce que je collectionne ? Je collectionne des choses qui sont un petit peu, là je dis une évidence, qui sont à mon image. C'est-à-dire, ça va être de l'art ancien africain, subsaharien. Ça fait partie des études que j'ai faites. Et donc, à ce titre-là, j'ai un regard sur ces arts-là, et c'est comme ça que j'en collectionne. Et de l'art contemporain international, car j'invite à appartement des artistes internationaux. Donc, ce sont forcément des artistes que j'aime. Très bien. Alors, la deuxième question, pardon, et les conseils. J'avais oublié les conseils, très important. Mais est-ce que j'ai des conseils à vous donner ? Vous savez très bien si vous avez envie, et je sais que quand l'envie est très forte d'acheter de l'art, on ne sait pas comment commencer. Et c'est un conseil que tout le monde donne. Là, je ne dis rien d'exceptionnel. Exercez votre œil, allez en galerie, parce que c'est par cette démarche que vous allez préciser ce qui vous plaît. Et quels que soient les conseils, en définitive, c'est vous qui direz non, voici ce que je veux, et je ne veux surtout pas autre chose. Alors j'ajouterais aussi comme peut-être petit conseil en plus pour collectionner, mais ça, on en a déjà parlé ici, et en plus le mois d'octobre est un mois riche à Paris pour ça, mais même en Europe, ce sont les foires. Parce que donc vous disiez Nathalie qu'il y a les galeries, et l'avantage d'une foire, c'est qu'elle regroupe plusieurs galeries. Donc c'est un peu comme un supermarché pour s'exercer l'œil, effectivement. C'est toujours intéressant de voir un peu tout ce qui peut se faire dans la création, divers et variés. Pour ça, vous allez avoir effectivement fin octobre, il y a la FIAC, mais toutes les foires satellites aussi qui sont toujours intéressantes, puisque
à passer, on passe au-delà des grands noms de l'art contemporain et des superstars, et on peut découvrir les jeunes talents de demain à des tarifs et à des prix accessibles, puisque là on peut commencer une collection à partir de Bruno m'arrêtera peut-être, mais on va dire 500 €, certainement moins peut-être, mais bien moins. Et voilà, et d'avoir des coups de cœur, comme vous disiez, effectivement, c'est vraiment l'appel du cœur. En effet, exercer son œil reste très important. Il faut exercer son œil, et contrairement à ce qu'on croit, effectivement, il faut pas mal d'argent, mais il faut avant tout, je pense, de la passion. Et je connais des gens qui ont commencé à collectionner en achetant des dessins. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est d'offrir un petit dessin d'un jeune artiste, talentueux déjà, parce qu'on le voit, ça se voit très vite. Et ça le soutient. Et il y a quelque chose, le virus qui entre en la personne et après qui ne la lâche plus. Et je trouve que c'est un virus, j'allais dire, sain, parce que ça nous emmène quelquefois sur de très très belles collections et ça rend heureux. Voilà, et si c'est pour quelques centaines d'euros, ça va encore. Ça rend encore plus heureux. Très bien. On va passer à la suite. Passer à l'agenda, on va commencer... Oui. Pierre, excuse-moi, juste un petit point. Donc, appartement, la galerie, première saison confiée à Timothy Chailloux. C'est juste que cette première saison se termine en septembre 2015 ? Oui, non, la première saison se termine en avril 2015. D'accord. La programmation s'est ouverte par une exposition collective qui s'appelait Sinon le chaos. Nous venons juste de terminer l'exposition monographique de Justin Morin, qui est un jeune artiste français qui travaille sur le travestissement. Et la prochaine exposition sera celle de Bertrand Lavier, qui a accepté notre proposition de venir à appartement. Donc nous avons hâte de voir ce qu'il va nous faire découvrir dans ce lieu. Super. Et donc c'est le 27 bis rue Jacques Louvel, dans le 10e. Jacques Louvel-Tessier, Paris 10e. Et donc c'est je crois sur réservation. Oui, c'est sur réservation, sur le site appartement-27bis.com. Et puis il y a aussi le site du prix Orisha.fr. Exact, qui permet, pour les curieux, ils peuvent aller sur le site, voir l'univers, les dossiers des artistes. Et voir le lauréat, Et voir le lauréat surtout. Alors, une toute petite chose, pardon. Oui. L'exposition de Bertrand Lavier commence le 24 octobre à appartement et jusqu'au 1er novembre. Très bien. J'avais ma place. Merci beaucoup Nathalie. Merci Nathalie. Et puis donc, effectivement, on sera à l'appartement la prochaine fois. Exactement, voilà. Merci de m'avoir reçu et je vous espère à l'appartement, encore une fois. Avec plaisir. Avec plaisir pour voir Bertrand Lavier. Dans un instant, on va donc parler de l'exposition au Grand Palais de Paris, qui est l'exposition Nikit Saint-Phal. Oui, grand artiste de l'après-guerre. Voilà, art contemporain, encore et toujours belle rétrospective. Et donc nous voici pour parler de l'exposition Nikit Saint-Phal qui se tient au Grand Palais en ce moment. Donc Nikit Saint-Phal qui est une artiste de la deuxième moitié du XXe siècle. 1930-2002. Voilà. Très connue pour ses nanas, mais pas seulement. Et du coup, effectivement, l'exposition permet de découvrir toute sa production artistique et ses différents engagements, puisque Nikit Saint-Phal était très très engagée, artiste féministe. Tout à fait. Notamment. Voilà, et donc on découvre tout ça dans cette exposition. Alors une œuvre qu'on pourrait intituler de joyeuse et grandiose. Alors j'ajouterais peut-être faussement joyeuse, puisqu'effectivement on a dans tête ces nanas colorées, ces personnages assez flamboyants, ces grosses femmes avec des gros corps, des petites têtes. Voilà, on voit les images là en ce moment, des petits personnages comme ça, très, très colorés. Des nanas absolument gigantesques, mais dans son œuvre effectivement il y a quand même toujours plane une espèce d'ombre qui est bien présentée effectivement dans l'exposition, puisqu'on apprend quand même effectivement que l'artiste
a subi des traumatismes dans son enfance. Voilà, début de vie difficile. Début de vie difficile et surtout effectivement aussi un peu de schizophrénie, donc c'est jamais très évident à gérer. Voilà, mais du coup ça en fait une œuvre forte effectivement. Comme tu disais Benoît, il y a un côté ludique, mais toujours un côté un peu j'allais dire dérangeant, mais un peu il y a toujours quelque chose qui plane au-dessus, on sent comme une menace, comme mais c'est vrai que le faussement joyeux est assez vrai. Elle disait elle-même vers les 25-30 ans que l'art était une porte de sortie pour elle. Donc en effet, un début de vie difficile que l'on retrouve en filigrane dans cette œuvre. Tout à fait. On retient aussi effectivement d'elle que sa partie Nana. Personnage coloré, mais il y a aussi toute une partie de sa vie, là, qu'on est en train de le voir là. Elle a fait toute une série entre les années entre 61 et 71 qui s'appelle Les Tirs, et elle se retrouvait donc à faire des tirs à la carabine. Comme une sorte de, on va appeler ça du paintball pour simplifier, mais voilà. Donc des panneaux de plâtre, dans lesquels étaient encapsulés sous le plâtre des pots de peinture. Absolument. Et donc ça devenait une œuvre, mais avant tout c'était une performance, puisqu'elle invitait des individus, amis et autres, à tirer à la carabine sur ces panneaux de plâtre et exploser les pots de peinture, et ça devenait une œuvre. Absolument, et ces performances étaient retransmises à l'époque à la télévision. Voilà. Donc ça c'est toujours assez surprenant à découvrir. Elle a fait aussi, du coup, elle a fait intervenir, tu le disais Benoît, des amis, et pas des moindres, puisqu'il y a Jasper Jones, Robert Rauschenberg qui se sont pliés à cet exercice. Elle était évidemment mariée à Jean Tinguely, avec qui elle a fait des œuvres communes à la fin de sa vie. Voilà, donc on redécouvre tout ça, mais on redécouvre surtout une artiste vraiment à part entière qui était rattachée au nouveau réaliste. Voilà, et après ces tirs, on la connaît plus, comme tu le disais, pour les nanas, qui sont des grandes poupées. Oui. Comme ça on peut les intituler. Oui, on peut appeler ça comme des grandes poupées, mais alors effectivement sur des thèmes qui paraissent un peu anodins. Il y en a un, par exemple, c'est le petit déjeuner ou des choses comme ça. Mais en se penchant vraiment sur l'œuvre, on découvre toujours ce rapport qu'elle a avec donc ce rapport au féminisme, justement, puisqu'elle était féministe convaincue, et du coup la place de l'homme aussi, puisque justement sur une de ses œuvres, une des nanas se présente sur un petit déjeuner, c'est comme une espèce d'ogresse qui va dévorer un petit mannequin, donc là, un petit Big Jim. On va passer à l'écran. Voilà, et on se retrouve toujours avec ce rapport... où elle essaye de se remettre de remettre en question en tout cas la société patriarcale telle qu'elle est encore existante, puisque ce sont des thèmes qui sont beaucoup d'actualité. Et elle militait effectivement pour une société plus matriarcale, et on retrouve cet univers très matriarcal, puisque la place de la femme est très important chez elle. Et peut-être une troisième partie aussi dans son œuvre sont les aspects d'architecture, puisque très influencée par Gaudi en Espagne, elle est passée dans un mode gigantesque de sculptures qui sont devenues des fontaines, des lieux d'architecture, en particulier le jardin des Tarots en Toscane. Absolument, et elle revendique ce côté... artiste grand public, puisque justement elle a développé donc ce jardin des tarots, mais il y a aussi le Cyclope qu'on peut voir en région parisienne. Qui est une grande sculpture aussi qu'elle a faite avec Jean Tinguely. Toujours un côté un peu ludique, mais j'aime bien rajouter faussement à chaque fois, puisque sous l'aspect un peu peut-être facile ou grandiloquent ou grand public, un terme, on se retrouve quand même avec une vraie réflexion derrière, et surtout quelque chose qui elle veut faire passer un message, et elle veut le faire passer au plus grand nombre. L'expo est
Il y a beaucoup de vidéos dans l'exposition, beaucoup d'interviews ou de discours de Niki de Saint-Phal, et je trouve ça très, très intéressant, et on voit à quel point, en effet, son engagement et son engagement féminisme est important. Hein. Je vois que Bruno est avec nous. Bruno, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir l'exposition Niki de Saint-Phal au Grand Palais ? Non, pas encore. Pas encore. Ça fait partie de mes projets. Mais il faut absolument y aller. Bon, vous avez jusqu'au 2 février. J'avais vu le travail, la rétrospective de Tinguely à Beaubourg il y a quelques années, où il y avait une part, c'était vraiment fabuleux. Enfin, le travail de Tinguely était incroyable. Voilà, et on retrouve là du coup aussi donc son travail avec Tinguely, mais voilà, dans cette exposition, on découvre vraiment l'artiste Niki de Saint-Phal. Même si on a toujours l'impression de connaître cet artiste, justement parce que les nanas, parce que elle a tout ce côté merchandising aussi, puisqu'à l'époque elle avait déjà faisait des bijoux, elle avait fait des petites nanas en forme de bouée, là où finalement Jeff Koons n'a pas inventé grand chose. Voilà, tout à fait. Mais on dépasse ça et on découvre vraiment ce côté militant de la cause féminine, mais pas que, militante anti-guerre, puisqu'elle était de l'époque de la guerre d'Algérie aussi. Voilà, il y a une grande œuvre qui vient un peu dézinguer l'OAS. Donc il y a vraiment c'est une œuvre protéiforme, très riche. Il faut passer au-delà de juste des nanas peut-être qui paraissent... décoratives, ouais. Voilà, il y a le côté... Tout à fait, peut-être côté un peu décoratif qui lui a nui, peut-être, ou qui lui continue à lui nuire. Mais voilà, il y a vraiment tout ce travail derrière. Voilà, donc au Grand Palais, du 17 septembre au 2 février. Donc, oui, vous avez un peu de temps. Vous avez du temps. Enfin, traînez pas trop quand même. Oui, ça passe vite. Merci. Ok, deuxième... Alors, deuxième exposition aussi, toujours au Grand Palais. Décidément, le Grand Palais, cette saison... nous gâte. Là, on passe sur un artiste du XVIIIe siècle, japonais, qui s'appelle Rokuzai, qui est toujours très plébiscité en France. Les expositions Rokuzai marchent toujours très bien en France. Alors, cela est dû en fait à la redécouverte. À la redécouverte juste 10 ans après sa mort, en fait. C'est Félix Bracquemond qui est un artiste français aussi, qui en revenant du Japon est tombé sur un des recueils qui en allant au Japon était tombé sur un recueil de Rokuzai, l'a apporté en France, et du coup ça a donné toute cette vague de japonisme dans l'art. Et c'est surtout effectivement l'expo est intéressante parce qu'on redécouvre tout son travail qu'on appelle manga, qui est en fait un travail de compilation de postures, de différents motifs aussi, qui pouvaient être utilisés par n'importe qui pour créer des personnages. Voilà, là c'est l'affiche de l'exposition qui reprend effectivement la vague que tout le monde connaît, qu'on a vu sur différents supports, et en fait le Rokuzai continue encore à alimenter la création, effectivement. Alors là, peut-être plutôt dans la partie art décoratif, mais régulièrement, ce sont les motifs japonisants. Enfin, quand on parle de motifs japonisants, bien souvent, Rokuzai, mais aussi Hiroshige, par exemple, en grand nom, font partie effectivement de ces artistes qui ont apporté des éléments de décoration. Et si je ne me trompe pas, il y avait eu des parallèles effectués avec l'œuvre de Van Gogh. Absolument. Il y a quelques années, effectivement. Parce que toute cette découverte au 19e, de cette découverte de cet artiste japonais, qui évidemment est immensément connu au Japon. Et voilà, et l'exposition, alors petite particularité de l'exposition, qui dure jusqu'au 17 janvier, s'interrompra du 21 novembre au 30 novembre pour des raisons de conservation des œuvres. Donc il va y avoir un roulement, puisqu'évidemment ce sont des œuvres très très fragiles, puisque sur papier, et qui datent toutes du 18e. Ou début 19e, très bien. Fin 18e, début 19e. Voilà, donc deux expos à voir. Oui. On va passer directement dans cette deuxième partie d'émission, après dans un instant, à Bruno. À Bruno, et
et la Cutlog. Tout à fait. Mais avant toute chose, avant d'avoir Bruno en ligne et d'expliquer Cutlog, on va vous faire un petit récap rapide. Cette année, donc, va avoir lieu, comme tous les ans, fin octobre, la Foire internationale d'art contemporain, dit la FIAC. Au Grand Palais. Cette année, une nouveauté, la FIAC a créé une foire off. Alors la FIAC c'était toujours plus ou moins défendu de vouloir créer sa propre off. Après il y a eu des bruits de couloir comme quoi elle voulait effectivement sa propre foire. C'est chose faite cette année, donc il y aura une foire off qui s'appelle Off ICL et qui se tiendra à Doc en Seine, à la Cité de la Mode et du Design. Voilà, ce qui a un peu du coup évidemment les galeries se sont précipités sur cette officielle et reste encore quelques foires off qui existent du type Slick, Show Off qui s'appelle Variation, Slick s'appelle Attitude et jusqu'à l'année dernière il y avait Cutlog. Voilà, sachant. Et Cutlog cette année donc Bruno vous avez décidé de ne plus la faire à Paris. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi. Donc en fait, si vous voulez, j'ai pas décidé de ne plus la faire à Paris. Hein. J'ai décidé de la suspendre cette année à Paris, hein, et pour les raisons qui sont que aujourd'hui, les galeries avec lesquelles nous travaillons, qui mettent en avant les artistes, qui sont peut-être ceux qui sont complètement absents du marché. Hein, ou alors très peu présents sur le marché, ont très peu de moyens. Et aujourd'hui, je trouve que ce serait malhonnête de ma part de faire venir des galeries à Paris à cette période-là, tout en sachant que l'idée c'est quand même que ces galeries repartent en ayant vendu ou en ayant complètement amorti leurs frais de déplacement. Et là, j'y crois absolument pas. C'est-à-dire aujourd'hui, avec le calendrier qui est mis en place par la FIAC cette année, hein, je pense que la place des off va disparaître. Enfin, va disparaître en tout cas, va être étouffée. Hein. Parce que si vous voulez, il y a quelques mois, on s'était réunis avec tous les autres directeurs de tous les autres off pour se réunir sous l'égide qu'on avait. On avait trouvé un titre commun qui était Paris Satellite. Et je trouvais ça très intelligent, très puissant même, parce que tout d'un coup, on était beaucoup plus important que la FIAC, on avait beaucoup plus de galeries à nous tous réunis, on avait beaucoup plus d'artistes à nous tous, et beaucoup plus d'événements. C'est-à-dire aujourd'hui, on avait une réelle, le marché tout d'un coup, on pesait tout d'un coup sur le marché. Hein. Mais le problème là du coup, c'est vous pensez qu'il y a trop de foires off ou qu'effectivement la FIAC commence à phagocyter un peu trop le calendrier et finalement sous des aspects, parce que souvent la FIAC se présente comme défenseur de la création contemporaine, mais est-ce que finalement ils sont pas en train de noyauter un peu la fin de l'année, la fin du mois d'octobre à Paris? En fait, moi, ce qu'on vit aujourd'hui, ça me rappelle un peu la période des impressionnistes. Hein. Je suis pas un fan du tout des impressionnistes, mais c'est juste pour se resituer dans le contexte de ce siècle. C'est-à-dire à l'époque, l'art pompier était mis en avant par l'État et une espèce de politique. Et les impressionnistes ont décidé de se réunir et créer un mouvement alternatif. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la FIAC fabrique de l'art pompier, met en avant en tout cas des artistes qu'on a déjà vus sur toutes les foires du monde, qu'on a vus sur toutes les biennales du monde. Il n'y a plus aucune surprise. C'est-à-dire aujourd'hui, nous faire croire que la FIAC va nous faire découvrir des talents, personne n'y croit, tout le monde, ça reste une plaisanterie. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait tous très bien que la FIAC est un marché et que les off, ce n'est pas un marché. C'est la vraie différence. C'est-à-dire que nous, le travail de défrichage qu'on ait fait, c'est-à-dire aujourd'hui, on sait pertinemment que la FIAC n'a pas le temps et ne peut pas mettre en avant des galeries que nous mettons en avant. Et ce serait hypocrite et d'ailleurs Jennifer Flay, elle pense que, elle a fait une déclaration suite à mon communiqué dans Art News où elle dit que
que c'est pas vrai, que elle fait un travail de filtrage et que elle pense être aussi proche que nous de la création de demain. Mais c'est absurde, c'est faux. C'est-à-dire, les galeries qu'elle met en avant, c'est des gens. Là, tout à l'heure, vous avez accueilli une jeune femme qui présente une galerie en appartement. Cette femme-là, j'ai connu son programme. Elle a mis en avant de nombreux artistes inconnus. Et aussi, mais là, vous voyez, elle met aussi des artistes connus. Ben, la FIAC, si vous voulez, elle peut pas faire ce travail-là. C'est-à-dire le travail que des galeries, des galeries avec lesquelles nous travaillons, on n'est pas du tout branché sur la même direction. Sachant que pour moi, de mon point de vue, le marché, c'est vraiment l'intérêt pour l'art contemporain, c'est le haut de gamme que je vais aller voir à la FIAC. Mais c'est surtout pour l'amateur que je suis, ou le jeune collectionneur, c'est surtout les foires off, parce que c'est là aussi où on découvre des choses plus accessibles. On exerce son œil aussi dans les foires off, donc ces foires off font partie du marché, et si on veut avoir une vue globale de l'art contemporain lors d'une foire comme la FIAC, il faut absolument qu'il y ait des foires off. Ça me semble Mais pour ça, il faudrait que, vous avez raison, hein, pour ça, il faudrait que la FIAC et Reed Exhibition, Reed Expo, qui est la société qui gère la FIAC, cesse d'occuper tous les terrains géographiquement potentiels pour nous off. C'est-à-dire aujourd'hui, pour qu'une off puisse se développer, hein, il faut de l'espace, et les espaces il n'y en a plus parce qu'ils sont tous occupés par la FIAC. C'est-à-dire aujourd'hui, et tout ça c'est fait avec la complicité de la ville de Paris et le ministère de la Culture. C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'aimerais bien m'asseoir autour d'une table avec pour que la foire continue en France, hein, j'aimerais m'asseoir autour d'une table avec les seules personnes qui nous soutiennent, c'est Julien Drey et la région Île-de-France. Hein. C'est quand même incroyable, quoi. C'est-à-dire, le ministère de la Culture nous a demandé d'enlever qu'on était sous son patronage. Je sais pas pour quelle raison. C'est-à-dire comme si on était un peu c'est assez vexant. Et aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, monter une tente pour que nous on puisse grandir aujourd'hui. J'ai réfléchi. Il faudrait qu'on monte une tente et qu'on accueille plus d'exposants. Et les espaces qui nous permettraient de cela seraient de nous rapprocher évidemment de la FIAC pour être proche des collectionneurs et des professionnels et du grand public, pardon. Mais c'est aussi Mais si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, les espaces comme le jardin des Tuileries, hein, il est occupé par le ministère de la Culture qui refuse de nous louer une partie de ce lieu. C'est absurde. C'est-à-dire la ville de Paris et le ministère de la Culture sont main dans la main avec la FIAC et ont décidé de nous étouffer. Et je peux vous dire, dans des villes beaucoup plus libérales comme Bâle, où c'est très difficile, hein, il y a une compétition féroce, ou New York, ou Miami, hein, mais c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, il n'y a pas ça fonctionne pas du tout de la même façon. C'est pour ça que c'est assez vexant et assez surprenant. Donc moi, je suis très triste pour tous les artistes avec qui on a construit pendant 6 années une relation très très forte et leur galerie. Hein. Mais je peux pas les emmener dans le mur cette année. Hein. Voilà, ce serait un mensonge que de leur dire aujourd'hui vous allez avoir ça va être un succès. Et c'est spécifique à Paris où Bâle prend la même tendance. Il me semble qu'il y a une multitude de foires off autour d'Art Basel. Est-ce que c'est spécifique à Paris, de votre point de vue ? En fait, si vous voulez, et la FIAC c'est très vicieux. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple. Hein. Je dis pas que c'est plus facile. Hein. Bâle, c'est pareil. Hein. Bâle, même Frieze à New York, Frieze à Londres. En fait, ils font tout pour pour créer un planning extrêmement riche pour leurs collectionneurs et les empêcher d'aller ailleurs voir ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe. Hein. C'est un peu malheureusement. Je peux même vous dire une chose. Par exemple, Frieze, Frieze ou d'autres grandes foires se payent des services de critiques très importants et qui animent des débats, et en fait ces critiques-là ne viennent plus sur les offres. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont déjà embauchés par les foires principales, pardon. Donc c'est très compliqué. Ce que je vous disais, ce que je vous donnais comme exemple, c'est que par exemple aujourd'hui, dans Paris, par exemple, vous avez un certain nombre de fanions. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur les Champs-Élysées ou dans certains quartiers. Pour nous, c'est un outil de communication qui est très important. Aujourd'hui, si vous voulez louer un de ces fanions
Mandy Fagnon, hein, vous voyez, dans un quartier stratégique, pas loin des Champs, pas loin des Champs-Élysées, pas loin de Saint-Germain, vous voyez, dans certains quartiers, c'est pas possible. Ils sont déjà réservés à la FIAC. Et ça, c'est pas possible. Par exemple, à Bâle ou à Miami, c'est impossible. Ça n'existe pas. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde a sa visibilité. Quand vous allez à Miami, vous avez vu le nombre de off, il y en a, je sais pas, 25 ou 26. C'est énorme. Mais chacun a sa signalétique. Il n'y a pas une. Art Basel est très important, évidemment. C'est elle qui fait bouger la ville, qui amène, qui crée des embouteillages de jets. Et c'est là-dessus que je trouve dommage que la FIAC ne nous empêche d'évoluer. Enfin, la FIAC, la ville et le ministère, j'insiste. Et donc, vous vous recentrez cette année sur New York. Voilà, cette année, on va développer encore plus New York comme on l'a fait depuis 2 ans. D'accord. Et puis peut-être l'Asie aussi. J'ai eu des propositions pour développer la foire en Asie. Donc je trouve ça un peu triste parce que si vous voulez, j'aurais pu monter la foire en Asie très facilement, commencer par l'Asie et terminer par la France. Mais j'ai voulu le faire parce que c'est ma patrie et voilà. C'est un vrai engagement. Monter une foire, c'est les foires que nous montons, toutes foires confondues, toutes les offres confondues. Faut pas croire que c'est malheureusement, on gagne pas beaucoup d'argent, vous voyez. Bon, c'est un travail de civique, quoi. C'est un vrai acte civique de monter une foire à Paris. Et voilà, donc c'est un peu triste de pas pouvoir continuer cette expérience, cette aventure ici à Paris. Puis, moi, je trouve aussi que les foires off, comme Cotlog, sont des foires qui rendent l'art accessible à l'œil, accessible au porte-monnaie. C'est extrêmement important. Tout en ayant ce travail effectivement de défrichage, bien sûr, et de sélection effectivement de galeries et d'artistes. Très intéressant d'avoir votre point de vue, Bruno, sur ces évolutions des foires. Merci Bruno. Oui, effectivement, on vous souhaite de revenir en 2015. Oui, Cotlog Club. Voilà, et d'avoir effectivement. Ça va me manquer. Donc on a quand même de l'information sur cutlog.org. Oui, pour les gens qui se rendront à New York. Voilà. Et puis il y a aussi la page facebook.com/cutlog aussi qui est disponible. Les dates de New York, Bruno. En fait, je les ai pas parce qu'en fait, c'est vers le 17 mai. On est calé sur le calendrier de Freeze. Sur Freeze, d'accord. Oui. Donc mai 2015. Oui. Bon, on a le temps de revenir dessus, effectivement. Merci. Très bien. Merci Bruno. Un grand merci Bruno. Merci beaucoup. Voilà, intéressant d'avoir son point de vue. Oui, tout à fait, puisqu'effectivement. Voilà, il y a de la place quand on va à Bâle, on voit effectivement la place occupée par Art Basel, mais c'est une foire qui laisse largement de l'espace à toutes les foires dites satellites et voilà, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, ouais. Bruno, vous pouvez nous suivre jusqu'à la fin de l'émission qui se termine. Oui, qui va se terminer incessamment sous peu. On va pouvoir parler maintenant un peu de design. Voilà, exactement. Notamment d'une exposition qui a lieu aux Arts Décoratifs en ce moment, qui est sous le patronage de AD, du magazine AD. Ça s'appelle AD Intérieur. Donc Décor à vivre. Décor à vivre, voilà. Donc, Et en fait, pour l'expliquer très simplement, quand vous feuilletez le magazine AD, vous avez des belles photos d'intérieur. Et bien là, vous allez aux Arts Décoratifs et c'est exactement la même chose. Au lieu de feuilleter, vous allez feuilleter en vrai, en grandeur nature, vous allez feuilleter des intérieurs. Donc des décorateurs plutôt prestigieux, très connus, qui ont chacun pris un thème et ils ont réalisé une décoration d'intérieur. Donc vous rentrez dans ces petits modules au sein des arts décoratifs et à chaque fois, voilà, le pavillon chinois, il y a le boudoir du dandy, il y a le bureau du président, donc des décors très sophistiqués, très riches, très, très beaux. Alors, ce qui permet, au-delà de mettre en avant effectivement ces designers et ces créateurs d'intérieur, enfin designers plutôt, décorateurs d'intérieur, pardon, c'est aussi le savoir-faire des artisans qui sont derrière, puisqu'en général, voilà, les objets présentés sont quand même
des petites virtuosités techniques. Et évidemment, voilà, donc ça c'est vraiment pour le plaisir des yeux uniquement. Et du coup, si une envie de shopping frénétique vous prend, vous avez évidemment la boutique des arts décoratifs, mais vous pouvez aussi vous rendre à la Biennale de Pantin, la Biennale de création de Pantin, c'est la 3e édition, et qui se tient tout le mois d'octobre. Voilà, donc là pour le coup, c'est un peu plus les jeunes éditeurs qui sont présentés. Vous pouvez voir plein de petits objets, nettement moins chers. Voilà, mais donc, très belle exposition sinon aux arts décoratifs. Voilà, du 6 septembre au 23 novembre aux arts déco. Voilà, Coupe-Fil, nous allons conclure pour aujourd'hui. Oui, Coupe-Fil se termine pour nous aujourd'hui. Donc on vous retrouve le 4 novembre, mardi 4, de 12h à 13h. Un grand merci, et puis nous pouvons continuons à discuter sur les réseaux sociaux, @WatchTV et @Coupe-Fil ou hashtag Coupe-Fil, pardon. Voilà. Et vous pouvez nous retrouver sur le web, bien évidemment, WatchTV, mais aussi sur la box de SFR, la SFR Box Canal 178 et la Freebox Canal 154 et bientôt de plus en plus. Et voilà, et vous retrouvez toutes ces informations là sur les petits bandeaux qui défilent. Au mois prochain. Au mois prochain, d'ici là, effectivement, on peut rester connecté via tous ces réseaux sociaux. Bonne journée à tous.